Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Femmes du Sahel, Voix du Monde, l'espace d'expression nationale qui donne la parole aux réalités et aux solutions de notre espace sahélien. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2026. C'est une date hautement symbolique. Nous commémorons la Journée mondiale du réfugié, qui marque également cette année le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Pour ce 4e épisode, notre association nationale, portée par l'engagement de ses bénévoles et son ancrage local, vous propose un voyage immersif. Nous allons voyager du monde au Sahel et de la Mauritanie jusqu'aux réalités du camp de Mbera. Pour décrypter ces enjeux, nous aurons l'immense honneur d'entendre la doctoresse Adja Maria Tadja, experte en santé publique, ainsi que le président de l'Association des étudiants réfugiés d'Afiz. Restez avec nous. Commençons par dresser un état des lieux rigoureux de la situation à l'échelle planétaire. Selon les dernières données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les besoins restent immenses à travers le globe. Les populations afghanes, syriennes, soudanaises et rohingyas représentent aujourd'hui la majorité des personnes déracinées. Le Soudan ayant enregistré à lui seul une hausse de 30% des déplacements vers les pays voisins en seulement un an. Au Sahel central, la crise atteint un niveau critique. Le HCR dénombre plus d'1,4 million de réfugiés et demandeurs d'asile dans la région. À cela s'ajoutent les déplacements internes de populations fuyant l'insécurité, l'extrême pauvreté et les chocs climatiques. Regardons maintenant la situation de notre pays, la Mauritanie, qui se positionne historiquement comme une terre d'accueil et de solidarité exemplaire. À la date d'aujourd'hui, la Mauritanie abrite officiellement plus de 300 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Les rapports du HCR mettent en lumière une réalité démographique frappante. Entre 72% et 82% de cette population déplacée est composée de femmes et d'enfants. Les mineurs représentent à eux seuls près de 58% des résidents du Haut-Chargué, que ce soit à l'intérieur du camp de Mbera ou intégrés dans les villages hôtes. Cette crise humaine s'accompagne d'une urgence sanitaire majeure. Les vagues successives d'arrivées exercent une pression considérable sur les centres de santé de base locaux. Un traumatisme psychologique lié aux exils, risque accru de vulnérabilité pour les femmes et épuisement nutritionnel des nouveau-nés. Le défi de la prise en charge médicale est immense. Face à ce constat, quelle est la réalité clinique sur le terrain? Pour le comprendre, nous donnons la parole à notre première invitée. Non à la violence faite aux femmes, non à la violence. Je dis non à la violence faite aux femmes. Je suis Dr Adja Maria Tadja. Au-delà du stéthoscope et des consultations, j'ai choisi de faire de la santé un levier de justice sociale. Comme médecin de santé publique et présidente de l'ONG de l'Association mauritanienne pour la promotion de la santé et l'éducation de la mère et de l'enfant, je porte la conviction que chaque personne, quel que soit son statut ou son origine, mérite de vivre en bonne santé et dans la dignité. J'ai demandé à la doctoresse Adja Maria Tadja, docteur en médecine, diplômée en santé publique et spécialiste en communication pour le changement social et comportemental, de nous apporter son regard d'experte. Elle répond à nos questions sur les priorités sanitaires des mères et des enfants déplacés et sur la nécessité de soutenir les structures locales. Écoutons-la.
Je tiens tout d'abord à remercier l'ONG Justice et Dignité pour les femmes au Sahel pour cette initiative qui nous offre l'opportunité de porter la voix de millions de personnes contraintes de quitter leur foyer à cause des conflits, de l'insécurité, des crises climatiques ou de l'extrême pauvreté. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous devons rappeler une vérité essentielle. Derrière chaque statistique se trouve un être humain, une femme, un enfant, une famille qui aspire simplement à vivre dans la dignité, la sécurité et la santé. Aujourd'hui, la Mauritanie accueille plus de 300 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Cet engagement humanitaire témoigne de la tradition d'hospitalité et de solidarité de notre pays. Cependant, cette situation représente également un défi majeur pour notre système de santé, nos services sociaux et nos communautés d'accueil. Du point de vue de la santé publique, les besoins des populations réfugiées sont nombreux et urgents. Les femmes et les enfants représentent la grande majorité des personnes déplacées. Ce sont aussi les groupes les plus vulnérables. Chez les enfants, nous observons souvent des situations de malnutrition aiguë, des retards de croissance, des maladies infectieuses évitables, une couverture vaccinale qui est insuffisante et des risques accrus de diarrhée, d'infections respiratoires et de maladies liées aux mauvaises conditions de vie. Chez les femmes, les besoins en santé sexuelle et reproductive sont particulièrement importants. Beaucoup arrivent après un parcours marqué par l'insécurité, les violences, les déplacements prolongés et parfois les violences basées sur le genre. Elles ont besoin d'un accès rapide aux consultations prénatales, à l'accouchement sécurisé, aux soins postnataux, à la planification familiale et à des services de prise en charge des violences. Mais au-delà des besoins physiques, il existe une autre urgence, souvent invisible, la santé mentale. Les traumatismes liés à la guerre, à la séparation familiale, à la perte des proches et à l'incertitude du lendemain peuvent laisser des séquelles qui sont profondes. Les enfants développent parfois des troubles émotionnels ou comportementaux. Les femmes peuvent souffrir aussi d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique. Pourtant, les résultats de soutien psychologique, les services, autant pour moi, les services de soutien psychologique restent insuffisants dans de nombreux contextes humanitaires. Face à ces réalités, nous devons adopter une approche globale de la santé. La santé la santé ne se limite pas seulement en absence de maladie. Elle inclut aussi le bien-être physique et mental et social, bien entendu. Cependant, nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi supplémentaire, la diminution progressive des financements humanitaires internationaux. Dans le même temps, les besoins augmentent et les infrastructures sanitaires locales subissent une pression considérable. Cette situation nous oblige à repenser à nos modèles d'intervention. Je suis convaincu que la santé communautaire constitue l'une des réponses les plus efficaces et les plus durables. La santé communautaire permet de rapprocher les services des populations, de renforcer la prévention et d'impliquer directement les communautés dans la promotion de leur propre santé. C'est très important. Cela passe notamment par la formation des relais communautaires, de médiateurs culturels et de pères éducateurs capables d'assurer la sensibilisation, l'orientation des familles et le suivi des personnes les plus vulnérables. Il est également essentiel de renforcer les liens entre les structures de santé et les collectivités locales, les organisations communautaires, les associations de femmes et les partenaires humanitaires. Les innovations numériques peuvent également aussi jouer un rôle important. Les outils de cartographie et d'orientation des services permettent aujourd'hui d'identifier plus facilement les centres de santé, les services sociaux et les structures d'assistance qui sont disponibles sur le terrain. Ces solutions peuvent contribuer à réduire les obstacles à l'accès aux soins et à améliorer la continuité des services pour les populations déplacées.
Mais aucune technologie ne remplacera l'engagement humain. Nous devons promouvoir des systèmes de santé qui sont beaucoup plus inclusifs, qui prennent en compte à la fois les besoins des réfugiés et ceux des communautés d'accueil. Lorsque les investissements renforcent les infrastructures locales, les ressources humaines et les équipements médicaux, ce sont toutes les populations qui en bénéficient. La solidarité ne doit jamais être perçue comme une concurrence entre les populations vulnérables. Non. Au contraire, elle doit être un facteur de cohésion sociale et de développement. En cette journée mondiale des réfugiés, je souhaite lancer un appel fort à la communauté internationale, aux décideurs politiques et aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à chaque citoyen. Nous devons reconnaître que la santé des réfugiés est une responsabilité qui est collective. Nous devons investir davantage dans les soins de santé primaires, la santé maternelle et infantile, la nutrition, la santé mentale et les services de protection. Nous devons soutenir les pays d'accueil qui assument une responsabilité humanitaire qui est considérable malgré les ressources parfois qui sont très limitées. Nous devons également lutter contre les stigmatisations et les discriminations dont les personnes déplacées peuvent être victimes. Chaque réfugié mérite d'être considéré avant tout comme un être humain porteur de droits fondamentaux. La dignité humaine ne connaît ni frontières, ni nationalité, ni statut administratif. La santé est un droit fondamental reconnu universellement. Aucun enfant ne devrait être privé de vaccination parce qu'il a dû fuir son village. Aucune femme ne devrait risquer sa vie en accouchant parce qu'elle est déplacée. Aucune personne ne devrait être privée de soins en raison de son statut migratoire. Construire un Sahel plus stable, plus résilient et plus prospère passe nécessairement par la protection de la santé de toutes les populations qui y vivent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons transformer la compassion en action, la solidarité en politique concrète et les engagements en résultats visibles pour les communautés. Je terminerai par ce message simple. Lorsque nous protégeons la santé des réfugiés, nous protégeons notre humanité commune. Sur ce, je vous remercie. Merci infiniment à la docteuresse Hadia pour ce diagnostic sans équivoque. Elle nous le rappelle, sensibiliser est essentiel, mais orienter de manière sécurisée. Pourquoi notre action sur le terrain s'accompagne d'outils concrets. Notre programme de podcast travaille en totale complémentarité avec la plateforme numérique inclusive Dinal, actuellement en phase pilote. Si le podcast brise le silence, Dinal permet de passer à l'action. Multilingue et doté de guides audio en langue locale, elle cartographie les structures disponibles pour permettre aux familles déplacées et aux personnes vulnérables de trouver instantanément une prise en charge médicale, psychosociale ou juridique adaptée. Une solution concrète pour qu'aucune détresse ne reste sans réponse. Et cette réponse passe aussi par l'accès à l'avenir à travers l'éducation. Pour aborder l'importance cruciale du maintien scolaire, de l'intégration et des parcours de résilience, nous tournons notre micro vers notre partenaire sur le terrain. Écoutons le témoignage fort et inspirant du président de l'Association des étudiants réfugiés en Mauritanie, le programme DAFIS. Salam alaikum. J'ai l'insigne honneur de me présenter au nom de Mohamedoun Ag Salah, réfugié malien en Mauritanie, président du club d'AFI Mauritanie, club des étudiants réfugiés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de participer au podcast organisé par l'ONG JDWS à l'endroit des étudiants réfugiés en Mauritanie. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la République islamique de Mauritanie pour son accueil et son hospitalité envers la communauté réfugiée. Pour répondre à votre question, en tant que réfugié en Mauritanie, j'ai pu poursuivre mes études grâce
à la bourse DAFI, bourse d'excellence, pilotée par l'UNHCR Mauritanie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ici en Mauritanie, financée par le gouvernement allemand. Mon ambition s'articule autour d'une double vision qui est professionnelle et sociale. Sur le plan professionnel, j'aspire à exercer en tant qu'ingénieur en développement informatique. Je suis convaincu que la technologie numérique constitue un levier essentiel pour répondre aux défis de développement, notamment dans les contextes de crise et de déplacement. Sur le plan social, je m'efforce de consolider les réseaux des étudiants boursiers et non boursiers réfugiés en Mauritanie. Mon objectif est de renforcer l'accompagnement académique, psychosocial et professionnel des bénéficiaires afin de favoriser l'intégration professionnelle et l'autonomisation des jeunes en Mauritanie. À long terme, je souhaite que mon parcours démontre qu'il est possible, même en situation de déplacement, de contribuer de manière significative au développement de sa communauté d'accueil et d'origine. À tous les jeunes réfugiés qui nous écoutent, je leur adresse un message de détermination, de dévouement, de confiance et surtout plein d'espoir. Merci, Monsieur le Président, pour ce message d'espoir. À l'écoute de ces deux interventions, une certitude s'impose. Face à l'immensité des défis humanitaires au Sahel, aucune institution, aucun acteur ne peut réussir seul. La complémentarité des actions est la clé. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui 4 appels clairs à la solidarité et à la mutualisation. Premier appel pour la santé de proximité. Nous invitons les professionnels de la santé, médecins et psychologues à rejoindre notre grand réseau de bénévoles nationaux pour parrainer techniquement nos pères éducateurs qui parcourent les quartiers de Sierna et Tevra Zeyna. Votre compétence peut sauver des vies. Cliquez sur le lien du formulaire d'inscription dans la description de la vidéo. Deuxième appel, pour l'éducation des filles. Une fille réfugiée sous de risques, l'interruption scolaire. Nous appelons les comités de parents, les citoyens et les bailleurs à se mobiliser financièrement pour parrainer des bourses de maintien scolaire, car chaque année d'école sécurisée augmente de 10% les revenus futurs d'une femme. Troisième appel, pour l'innovation numérique. Nous invitons toutes les structures humanitaires et sanitaires du Sahel à tester notre plateforme pilote DINAL. Si votre organisation n'est pas encore répertoriée, contactez notre pôle technique pour enrichir cette cartographie d'orientation. Quatrième appel, pour l'autonomisation et l'équilibre. Nous demandons aux acteurs économiques d'ouvrir leurs débouchés aux coopératives artisanales de femmes hôtes et réfugiées, notamment au camp d'Umbera, pour transformer l'assistance passive en autonomie durable. Un immense merci à nos invités, la doctoresse Hadja Mariata Dia et le président des DAFIS, pour la force de leur contribution. Merci également au HCR Mauritanie pour l'organisation de cette semaine mémorable de portes ouvertes à l'Institut français. Notre association reste unie au niveau national par le dévouement de ses bénévoles, fiers de son ancrage local et de son adhésion militante au réseau régional de l'ONG Justice and Dignity for the Women of Sahel. Pour ne rien manquer de nos actions de terrain au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Sénégal ou en France, visitez nos sites web officiels et abonnez-vous à nos pages Facebook nationales listées ci-dessous. N'oubliez pas, la dignité ne se fragmente pas, elle se multiplie par l'action collective. Prenez soin de vous et à l'importance du mois prochain pour un nouvel épisode. En cette journée mondiale du réfugié, rappelons-le, le droit à la sécurité et à la santé appartient à tout le monde. À bientôt.